Pour réaliser cette étude, je me suis servi des 3 bouquins qui décrivent les travaux de John Bellini sur ces moteurs électriques sur une période d'un peu plus de 30 ans depuis 1984. Alors le premier s'appelle le guide complet du débutant, le second s'appelle le guide complet intermédiaire et le troisième s'appelle le guide complet avancé. Ces 3 bouquins ont été écrits par un type qui s'appelle Peter Lindman, qui est un Américain, qui a été un proche collaborateur de John Bellini pendant une période assez longue, je crois plus de 20 ans. Dans ces 3 bouquins, il décrit les 30 ans de travaux que John Bellini a réalisés sur le fonctionnement de ces moteurs. Alors j'ai traduit et je me suis donc servi de ces 3 bouquins pour comprendre le fonctionnement du moteur de John Bellini, et ainsi réaliser la présentation qui va suivre. Lors de mes recherches, les exemples les plus probants des moteurs électriques dits surnuméraires, entre guillemets, que j'ai trouvés étaient ceux de John Bellini. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo le fonctionnement particulier de ces moteurs. Alors l'objet de cette étude en fait est de mesurer s'il y a une réelle pertinence à envisager des systèmes électriques de moteurs, qui présenteraient un COP, alors COP ça veut dire coefficient de performance supérieur à 1, c'est-à-dire un système capable de fournir plus d'énergie qu'il n'en consomme. Alors la question c'est, est-ce une utopie ou pas? Alors l'objet de ma démarche est donc de répondre à cette question et d'évaluer, essayer d'envisager s'il est possible d'avoir une énergie dite libre, entre guillemets, et suffisante pour alimenter un habitat normal. L'habitat normal, c'est une consommation d'environ 10-12 kWh. John Bellini, lui, explique dans ses 3 bouquins que ces moteurs présentent un COP, donc un coefficient de performance, supérieur à 1,25, voire plus. Alors, les animations qui vont suivre vont vous permettre de comprendre comment, en fait, fonctionne le moteur de John Bellini. Alors, John Bellini explique en préambule que le fonctionnement de ces moteurs n'enfreint pas du tout les règles qui sont très bien établies dans la pratique de l'électromagnétisme, les lois de Lorentz, Maxwell, Edison et autres. Alors, mais les explications de Bellini, en fait, brisent un certain nombre de dogmes sur la manière de voir et sur la manière d'interpréter certaines, entre guillemets, lois de la physique électromagnétique, et démontrant ainsi que les interprétations généralement admises ne sont pas tout à fait correctes. Alors, l'une des lois que John Bellini remet particulièrement en cause, c'est la règle de la conservation de l'énergie. On va voir comment il joue avec ça, lui. Alors, voyons comment il caractérise son moteur, quelles sont les caractéristiques qu'il explique. Alors d'abord, en 1, le fonctionnement du moteur de John Bellini ne remet pas en cause les lois de l'électromagnétisme définies par Edison, Lorentz, Maxwell et autres, comme on l'a dit au préalable. En 2, en fait, il explique qu'il utilise simplement des moments particuliers, entre guillemets, au cours du cycle du fonctionnement du moteur pour contrer, effacer, voire supprimer les effets négatifs qu'on rencontre dans un moteur électrique traditionnel. Force électromotrice et contre-force électromotrice, FEM et CFEM. Alors en 3, John Bellini définit son moteur comme un système, un moteur à faible traînée. Alors là, c'est un petit peu plus délicat à expliquer. Faible traînée, ça veut dire que il offre peu de résistance électrique, entre guillemets, dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'un moteur traditionnel, avec la contre-force électromotrice, on a un champ tournant qui freine le moteur tout au cours de ces cycles. Lui, Bellini, joue avec ça, et pour annuler cette contre-force électromotrice, et c'est pour ça qu'il appelle son moteur comme un moteur à faible traînée. Et puis il met aussi en évidence un phénomène qu'il appelle l'énergie rayonnante, un phénomène signalé par Nikola Tesla en 1890. On va en reparler plus tard, plus en détail. Et puis en 4, son système est à la fois un moteur et un générateur alternativement au cours de ces cycles de fonctionnement. Alors commençons à entrer dans le vif du sujet. Alors, comme l'appareil fonctionne à l'électricité et qu'il tourne mécaniquement pendant son fonctionnement, la plupart des gens le considèrent comme un moteur
électrique, bien évidemment. Pour être parfaitement clair, l'appareil n'est pas un moteur électrique. John Bellini l'a désigné par l'appellation autorotative, ou tout simplement un energizer. Alors, autorotatif, c'est-à-dire système qui est capable d'entretenir son autorotation d'une manière naturelle et sans apport très important d'énergie. Alors, comme on l'a dit au préalable, il combine à la fois la fonction de moteur et la fonction de générateur. Alors, on peut voir sur l'animation à l'écran que le système est composé d'un roteur, la roue qui tourne, avec ses 4 aimants orientés nord vers l'extérieur du roteur. Et puis on peut voir la partie fixe du moteur appelée stator, qui lui est fixe, on vient de le dire, et est composé d'une bobine avec un noyau de fer en son centre. Alors le noyau de fer doux, c'est le premier élément qui participe à l'autorotation du système de John Bellini. Alors on part du principe, par rapport à l'animation, qu'une légère impulsion a été donnée au roteur afin qu'il commence à tourner. On constate qu'au fur et à mesure que l'aimant s'approche, attiré par le noyau de fer doux, celui-ci commence à s'aimanter, le noyau de fer doux, et à se magnétiser. Ce faisant, une petite tension, donc un petit courant, sont induits dans l'enroulement de la bobine. Alors cette attraction de l'aimant vers le noyau de fer doux provoque donc une accélération du roteur, et donc c'est une manière de stocker de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, elle est produite dans la roue par l'attraction, donc l'accélération du rotor. Alors, quand l'aimant arrive à la position où il est directement au-dessus de l'entrefer de la bobine, alors là plusieurs choses se passent. Donc l'entrefer est magnétisé lui à son maximum avec un sud exprimé sur le haut de la bobine. Celui-ci, l'entrefer, j'entends, n'a pas cessé de se magnétiser pendant tout le temps où l'aimant s'est approché de la bobine. À ce stade, l'aimant de la roue a magnétisé l'entrefer à son maximum de sorte qu'il soit attiré par lui. Donc c'est le premier effet que John Bellini utilise pour le fonctionnement de son moteur. C'est l'effet d'attraction d'un aimant vers un noyau de fer doux et la magnétisation de celui-ci. C'est en fait l'effet d'attraction de l'un vers l'autre. Alors par contre, dès que l'aimant a passé l'entrefer de la bobine, l'attraction avec l'entrefer freine cette fois-ci le mouvement du rotor. C'est-à-dire que comme il y a de nouveau une attraction, mais elle n'est pas dans le sens de l'accélération du rotor, c'est donc un frein pour le rotor. Alors un tel système s'arrête très rapidement de par les effets contraires de l'aimant par rapport au noyau de fer doux. Voyons ce qui se passe sur le plan du magnétisme exprimé dans l'entrefer et sur le plan de la tension affichée au bord de la bobine au cours de ce cycle moteur. Alors à gauche de l'animation, nous avons le fonctionnement du rotor et du stateur tel que nous l'avons exprimé dans l'animation précédente. Alors à droite, nous avons en vert la courbe de magnétisation de l'entrefer et en rouge la valeur de la tension exprimée aux bornes de la bobine. Alors nous voyons que sur cette animation, qu'en plus du rotor et du stateur tel que nous l'avons exprimé la fois précédente, l'animation précédente, on a en plus un petit circuit électrique qui est composé d'une diode qui est passante dans un sens et pas dans l'autre, comme toutes les diodes. Et nous avons également un condensateur qui a la particularité de se charger très rapidement. Parce qu'un condensateur n'est pas traversé par un courant électrique, mais les deux plaques, les deux diélectriques de ces deux pôles se chargent très rapidement quand ils sont soumis à une tension. Alors maintenant, passons à l'explication des deux courbes qui sont sur la droite de l'animation. Alors on a donc la première, la verte, qui est celle de la magnétisation du fer doux à l'approche de l'aimant. Donc on peut le voir qu'elle part d'un 0, elle monte à un maximum à un 100%, et ensuite elle va redescendre pour atteindre un 0. En fait, pendant tout le temps où l'aimant s'approche de l'entrefer, la courbe monte, et puis quand l'aimant s'éloigne de l'entrefer, la période de frein, donc on a dit tout à l'heure, et bien là, la valeur de magnétisation dans l'entrefer diminue pour atteindre un 0. Alors, pour la courbe rouge, par contre, on peut voir que elle démarre pareil que la courbe de magnétisation de l'entrefer, elle part d'un 0, elle monte à un maximum qui est un maximum de tension à 100%, qui est l'équivalent du maximum de tension du 100% de la magnétisation, mais qu'une fois qu'elle a atteint ce 100%, on voit qu'elle chute brutalement,
Et cette fois-ci, elle passe à un moins 100% pour remonter à un 0 au fur et à mesure que l'aimant s'éloigne de l'entrefer. Ça veut dire que là, au niveau de la tension, ce genre de système, et sur un cycle comme ça, génère un courant alternatif. Alors on constate donc que la tension qui est produite aux bornes de la bobine est une tension alternative en fonction que l'aimant s'approche de la bobine ou s'en éloigne. Alors sur le circuit électrique, on constate qu'au moment où la tension s'effondre, donc elle passe d'un positif à un négatif d'une manière brutale, la diode devient passante et permet donc de charger rapidement le condensateur à la valeur maximum de sa tension, soit 100%. Alors c'est cette deuxième particularité que John Bellini utilise pour récupérer, entre guillemets, de l'énergie liée à l'autorotation du rotor provoquée par l'attirance de l'aimant vers le noyau de fer doux. Alors maintenant nous passons à la ligne numéro 3 et on va rentrer un peu plus dans le détail et décortiquer comment fonctionne le moteur de Bellini. Alors nous voyons qu'on a toujours le même système, un rotor et ses 4 aimants orientés nord vers l'extérieur du rotor. Et puis le stator, lui qui, on voit, est plus complet que sur les animations précédentes. Il est composé maintenant de 2 bobines. Alors on a la première qu'on va appeler la bobine de fonctionnement, celle qu'on avait avant, qui permet de maintenir le système en autorotation. Et puis on peut voir qu'il y en a une deuxième qu'on va appeler bobine énergigeante, c'est-à-dire une bobine qui est capable de produire une tension et un courant, donc de l'énergie. Donc on voit bien là que le système de John Bellini est à la fois un moteur et un générateur. Il cumule les deux fonctions en simultané. Alors on peut remarquer que la bobine de fonctionnement, celle qui est en bas, est maintenant composée de 2 bobinages. L'un, le rouge, qui est connecté au circuit de puissance, et puis l'autre, le vert, qui est connecté au circuit de déclenchement, ou autrement dit au circuit de gâchette. Alors on peut voir que le circuit électronique, lui, est connecté sur ces 2 bobinages, est un peu plus élaboré que celui qu'on avait vu au préalable. Là, il est composé d'un transistor qui s'appelle T1, d'une résistance, R1, d'une diode D1, et d'une alimentation de 9 volts, qui est connecté sur le circuit de puissance. Alors, le transistor T1, lui, est utilisé pour déclencher le circuit de puissance à un instant T. Il est alors passant et permet de faire circuler le courant de la batterie 9 volts dans la bobine de puissance. Alors maintenant, voyons comment cela fonctionne. Alors, pendant la première moitié du cycle, l'aimant est attiré par le noyau de fer doux et a stocké de l'énergie cinétique, de l'élan en fait. Ce mouvement en rotation donc magnétise le noyau de fer doux. Alors, de ce fait, une polarisation sud du noyau de fer doux se matérialise en haut de la bobine. Cette magnétisation du noyau de fer doux augmente jusqu'à un maximum qui est le moment où l'aimant en rotation tangente le haut de la bobine. Alors, pendant cette phase, on peut voir qu'une tension qui augmente aux bornes de la bobine de gâchette, la bobine verte. Mais on peut voir que le transistor T1, lui, n'est pas déclenché, car la diode D1, elle est passante pour le courant émis par la bobine de gâchette, et donc permet à celui-ci de s'écouler du plus vers le moins de la bobine de gâchette. Alors c'est maintenant que l'action commence vraiment. Alors précédemment sur la roue, le rotor, on a vu que l'aimant avait été attiré par l'entrefer et a stocké donc une certaine énergie et un certain élan. Alors donc, il a passé le point d'alignement avec le noyau de fer. De ce fait, le champ magnétique de l'entrefer commence à chuter. Et donc le changement de flux magnétique induit un courant dans la boucle de bobine avec une tension inverse que précédemment. On est sur un courant alternatif. Donc, la tension de la bobine de déclenchement, la gâchette, on a vu qu'elle s'inversait à ce moment-là. La diode D1 n'est donc plus passante, et le courant de gâchette peut donc s'écouler dans le transistor T1 de sa base à son émetteur. Ce faisant, il déclenche le transistor T1 et le rend conducteur comme si on fermait un interrupteur. Conducteur pour la batterie de 9 volts. Donc, à ce stade, la batterie de 9 volts alimente la bobine de puissance en rouge. Alors il est à noter que depuis le début du cycle du moteur de Bellini, c'est le premier moment où son moteur commence à consommer de l'énergie, donc d'un apport extérieur pour son fonctionnement. Alors ce courant qui traverse la bobine de puissance
provoque au niveau du noyau de fer doux une magnétisation de celui-ci à l'inverse de ce qu'il était avant. Cette magnétisation inverse est provoquée par le flux de courant que génère la batterie de 9 volts dans la bobine de puissance. Alors ce processus de magnétisation va se poursuivre jusqu'à ce que le noyau de l'entrefer de la bobine atteigne son maximum. Alors l'aimantation ou la magnétisation du noyau de fer est basée sur le flux du courant de la batterie 9 volts. Le courant de la batterie de 9 volts dans la bobine de puissance est donc continu et régulier. Donc de ce fait, quand la magnétisation du noyau est arrivée à son maximum, à cet instant, il n'y a plus de changement magnétique. Et donc le flux magnétique induit par le courant circulant dans la boucle de la bobine de déclenchement s'arrête. Alors je résume. Un courant issu de la batterie de 9 volts qui alimente la bobine principale de puissance a provoqué une magnétisation progressive du noyau de fer doux à l'inverse de ce qu'il était au préalable, c'est-à-dire nord en haut et sud en bas. Cette magnétisation du noyau provoquée par le courant dans la bobine principale, rouge, a donc provoqué, par induction, un courant. Ce courant de gâchette a donc déclenché, parce que la diode D1 était non passante par rapport au courant, a donc déclenché le transistor. Mais dès que la magnétisation du noyau de fer doux a atteint son maximum, quelques microsecondes, l'induction s'arrête. Il n'y a plus de mouvement d'induction dans l'espace. Donc le courant dans la bobine de gâchette s'arrête également, donc le transistor s'éteint. Donc si le transistor s'éteint brutalement, il arrête de générer du courant dans la bobine principale, qui provoque à son tour l'arrêt du champ magnétique dans le réseau de puissance. Alors à ce stade, plus rien ne se passe dans le circuit électronique, donc le cycle du moteur, le cycle reprend comme dans les animations précédentes, c'est-à-dire qu'on a un frein nord-sud généré par sud sur le noyau de fer doux généré par l'éloignement du moteur, donc frein. Alors ce qui est intéressant de noter sur cette partie du cycle que John Benini exploite assez finement en fait, c'est qu'il génère un courant à un instant T par l'ouverture du transistor, un courant dans la bobine principale qui elle-même génère un magnétisme inverse, donc nord en haut de la bobine. On se retrouve avec deux nords qui sont l'un en face de l'autre, donc ça crée une répulsion, c'est-à-dire que la bobine rejette le rotor, l'aimant qui a le nord sur le rotor. Donc on a une accélération. Donc deux petites choses intéressantes, c'est que dans le premier temps du cycle, John Bellini se sert de l'attraction de l'aimant vers le noyau, et dans le second temps, il se sert de l'expulsion du noyau parce qu'il a inversé le champ magnétique du noyau. Assez fin, je trouve. Alors, mais pendant ce temps, on peut voir que autour de la bobine générateur, il se passe des choses aussi. On voit que l'aimant s'approche de la bobine. On retrouve en fait les mêmes effets que ce qui se passe sur la bobine principale quand l'aimant s'approche de la bobine principale. C'est exactement les mêmes choses. Et lorsque l'aimant passe devant le noyau principal de la bobine génératrice, ça génère un frein évidemment entre l'aimant et le noyau de fer doux, mais en plus ça génère une tension aux bornes de la bobine, et la LED est conductrice, et donc là on peut voir, un petit symbole, elle s'allume, donc on peut voir qu'il y a de l'énergie disponible à ce moment-là. Alors, dans cette quatrième animation, le fonctionnement est exactement le même que dans la précédente, mais le circuit a subi quelques petites modifications par rapport au circuit de base. Alors la première modification consiste en fait à ajouter une ampoule néon placée directement en parallèle du collecteur et de l'émetteur du transistor T1 de déclenchement. Alors sur le principe, une ampoule néon se déclenche si la tension à ces bornes monte aux environs de 100 volts à peu près. On va voir par la suite le rôle de cette ampoule néon. Alors j'ai pas précisé, mais sur le schéma, l'ampoule néon s'appelle LN comme lampe néon. Alors la deuxième modification par rapport à la précédente animation consiste à ajouter une deuxième batterie qui est appelée batterie de charge, BC, c'est tout bête. Et l'autre, BA, c'est batterie d'alimentation. La BA, on la retrouvait sur le schéma précédent.
Alors nous allons expliquer le rôle de cette deuxième batterie par la suite, bien évidemment. La troisième modification, c'est l'ajout d'une deuxième diode qui s'appelle D2 sur le circuit, qui va nous permettre de conduire le courant de la bobine principale jusqu'à la deuxième batterie BC, donc batterie de charge, et éviter que cette batterie BC de charge ne se décharge dans le circuit tout simplement. Alors derrière cette diode D2 et puis en parallèle la batterie de charge, la BC, nous avons un condensateur C1 qui est nouveau, qui va nous permettre de récupérer le courant généré par la bobine de puissance à un instant T. Là, on va retomber sur l'effet de l'anime numéro 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la diode et un condensateur et à un instant T on récupère une puissance dans le condensateur. Là, on va utiliser cet effet alors que dans l'animation précédente, il n'y est pas. Alors on voit également dans ce nouveau circuit un switch qui s'appelle S qui va nous permettre de décharger le condensateur C1 dans la batterie de charge à des instants choisis. Alors le moment clé, c'est quand le transistor T1 se coupe comme on l'a vu précédemment. Alors juste pour un tout petit rappel, T1 a été allumé dans le circuit par la gâchette pour générer un champ magnétique inverse nord pour faire en sorte que ces deux champs magnétiques nord-nord soient en répulsion et accélèrent la rotation du rotor. Alors on a vu que quand le champ magnétique du noyau de fer augmentait jusqu'à un maximum, à son maximum il n'y avait plus de variation de champ magnétique, donc le courant dans la bobine de gâchette s'arrêtait, donc le transistor se coupait. Alors il faut savoir qu'une bobine, ça possède plusieurs caractéristiques. Alors évidemment, la première, c'est l'effet inductance ou effet selfie de la bobine, c'est ce qu'on connaît tous. Mais la bobine a aussi un effet capacitif, c'est-à-dire que au moment où des tensions sont appliquées sur une bobine, hors son côté inductance et selfique, elle a un effet capacitif, c'est-à-dire qu'elle est capable de emmagasiner de l'énergie. Alors en conséquence, lorsque la bobine RC, la bobine de gâchette, a été enclenchée parce que le transistor était passant, donc il était ouvert, ça veut dire qu'à ce moment-là, cette bobine, elle a emmagasiné, par son effet selfique, par son effet capacitif, pardon, elle a emmagasiné de l'énergie. Alors lorsque le transistor T1 s'éteint, les spires de la bobine de déclenchement, la bobine de gâchette, pour dissiper l'énergie du champ magnétique qui s'effondre, génère une pointe de haute tension par rapport à l'énergie qui a été emmagasinée sous l'effet capacitif. Alors cette pointe de haute tension, évidemment, constitue une onde longitudinale de potentiel pur qui est transmise aux enroulements de la bobine principale par induction. Oui. Alors par l'intermédiaire de la diode D2, cette différence de potentiel aux bornes de la bobine principale est appliquée aux bornes du condensateur C1. Donc il se charge de cette différence de potentiel. Et on peut voir également que cette différence de potentiel est appliquée au collecteur du transistor T1. Alors, si cette différence de potentiel appliquée au collecteur du transistor T1 dépasse les 100 volts, alors le néon devient conducteur et court-circuite la différence de potentiel à la masse du circuit. Le rôle de la lampe néon est donc de protéger le transistor en cas de haute tension pour qu'il ne soit pas claqué, tout simplement. Alors cette pointe de haute tension provoquée par la coupure brutale du courant dans la bobine de gâchette, la coupure du transistor T1, est un phénomène qui a été signalé pour la première fois par Nikola Tesla dans les années 1890, quelque chose comme ça. C'est un phénomène qui s'appelle l'énergie rayonnante et son apparence démontre des aspects d'énergie électrique que peu de chercheurs ont compris. John Bonidi, lui, a passé plus de 20 ans, voire 30 ans, à expérimenter et à étudier ce processus. Cette pointe de haute tension est extrêmement rapide et ne dure que quelques microsecondes, mais le condensateur est un objet qui se charge également extrêmement rapidement. Alors, à la coupure de T1 et après que cette impulsion se soit passée dans le circuit électronique, le circuit est éteint. Alors en fait, les électriciens et les électroniciens sont bien conscients du petit pic de tension qui apparaît dans un circuit lorsque une bobine de fil sous tension est déconnecté de son alimentation de sa source de courant, de son alimentation. C'est un phénomène qui est généralement considéré comme une nuisance. Ça peut endommager des composants électroniques d'un circuit, à moins de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. On va les filtrer et autres.
On croit généralement qu'il n'y a pas de quantité importante d'énergie qui lui est associée, à l'exception de l'état de surtension qu'elle peut produire momentanément. Alors, dans son projet, en fait, John Bellini a considéré cette pointe de tension comme de la plus haute importance. Il a cherché à la comprendre et récupérer son contenu énergétique réel, mais sous-estimé. Alors, pour en revenir au fonctionnement du circuit, c'est à ce moment-là, quand il n'y a plus rien ne se passe et que tout est arrêté dans le circuit, que le switch S est actionné pour permettre la décharge du condensateur dans la batterie d'essai. Alors, l'action du switch, elle peut être mécanique, électronique, il y a plusieurs manières d'envisager la chose. Bon, voilà. Cette vidéo vous a expliqué le fonctionnement du moteur de John Bellini. Comme je l'ai dit au préalable, au tout début de la vidéo, c'est ce type de moteur, c'est ces moteurs qui me semblent les plus pertinents dans tout ce que j'ai vu dans toutes mes recherches. Les uns invoquent de l'énergie noire, d'autres de l'énergie je ne sais quoi. Tout le monde parle de Tesla, mais jamais d'une manière très claire. Ces trois bouquins m'ont permis de comprendre vraiment, d'une manière précise et claire, ce qui se passait dans ces moteurs. Et j'ai l'intime conviction qu'effectivement, il a mis le doigt avec sa manière d'entrevoir les choses, il a mis le doigt sur un fonctionnement vraiment particulier, moteur-générateur, avec des effets très précis. Alors, pour ceux qui ont aimé, écoutez, mettez un petit pouce, likez, mettez des commentaires, relayez la vidéo. L'idée, c'est de faire monter cette vidéo dans les algos de YouTube. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas tout compris, qui ne comprennent pas, c'est un peu fort, qui n'ont pas tout compris ou qui se posent des questions, n'hésitez pas, posez-les. J'y répondrai par de courtes vidéos de quelques minutes sur les points que vous me demanderez d'expliciter, parce que je sais que c'est dense, c'est fourni, et quand on découvre brut pour point l'ensemble, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de bien cerner tous les moments. Alors pour ceux qui sont... Donc n'hésitez pas, posez la question dans les commentaires, j'y répondrai par des petites vidéos très courtes. Pour ceux qui sont intéressés, abonnez-vous évidemment, car je vais expliciter la suite des événements. Hein. Je vais évidemment pas en rester là. Je vais complémenter cette étude et je vais aussi vous expliquer... pour ceux qui sont abonnés, je vais expliquer des fonctionnements particuliers avec le condensateur notamment et la batterie, les batteries de 12 volts. Parce que Bellini a mis le doigt sur des choses assez pertinentes à ces niveaux de fonctionnement sur la batterie et sur le condensateur. Et puis pour ceux qui seront inscrits, je mettrai en ligne d'une manière ou d'une autre, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon mur Facebook, soit par mail, je sais pas, on verra, on va voir la suite. Je mettrai un document qui résumera d'une manière précise, un document en papier évidemment, enfin un PDF, qui résumera d'une manière précise et par étapes toutes les explications de cette vidéo. Alors l'un avec l'autre, ce serait peut-être plus facile de comprendre les choses. Voilà, et je vous remercie tous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.